Lorsque l'armée rouge pénètre dans le complexe concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945, elle trouve les 4 crématoires dynamités. Pour effacer les traces de leurs crimes, les nazis ont démonté les installations et fait exploser les salles de déshabillage, les chambres de gazage et les fours de crémation où ont été exterminés plus d'1 million de déportés dans leur immense majorité juifs. Ce sont les Sonderkommando, ces équipes spéciales de déportés sélectionnées par les SS qui étaient contraints de faire fonctionner les crématoires. Ils ont été les premières victimes des nazis, soucieux d'éliminer tous les témoins. Mais quelques-uns de ces Sonderkommando survivent au massacre et 4 d'entre eux témoignent devant des tribunaux. Dans les semaines et les mois qui suivent, plusieurs manuscrits rédigés en yiddish sont retrouvés enfouis sous les cendres autour des crématoires. Ces manuscrits, rédigés au moment même du déroulement des faits, et ces témoignages, livrés dans les semaines qui ont suivi, nous révèlent le mode opératoire de la solution finale, comment fut mené le processus d'extermination à Auschwitz. Lieber Gefinner von die Schriften. Cher découvreur de ces écrits, Gib dir lieber bloß ein Teil. je ne te rapporte qu'une part infime, un minimum de ce qui s'est passé dans cet enfer d'Auschwitz-Birkenau. Je ne sais ni ne crois que je pourrai jamais relire ces lignes après la tempête. Mais je serai heureux si mes écrits te parviennent, libre citoyen du monde. Tout ce qui est écrit ici, je l'ai vécu moi-même, en personne, au cours de mes 16 mois de Sonderarbeit, de travail spécial. Et toute ma détresse accumulée, la douleur dont je suis pétri, mes atroces souffrances, je n'ai pu leur donner d'autre expression à cause des conditions que par la seule écriture. Je sous-signé Dr Nisli Mikloch, médecin, ancien prisonnier du KZ 11, numéro A 8450, déclare avoir rédigé cette déposition conformément à la stricte réalité, exempte de toute passion, sans la moindre exagération, en qualité de témoin oculaire et acteur involontaire du travail des crématoriums d'Auschwitz. En qualité de médecin-chef des crématoriums d'Auschwitz, je dois assurer les soins médicaux du personnel SS du crématoire, ainsi que celui du Sonderkommando, qui compte à peu près 860 prisonniers. Je m'appelle Slama Dragon. Je suis né le 19 mars 1920 à Zeromine, district de Sirpetz. Je suis fils de Daniel et Malka Beckerman, tous deux décédés. Célibataire, tailleur de métier, de confession juive, de nationalité et de citoyenneté polonaise, demeurant avant l'arrestation à Zeromine. Je m'appelle Henrik Tauber. Je suis né le 8 juillet 1917 à Cherzanov. Célibataire, juif de confession, de nationalité et citoyenneté polonaise, piqueur de bottines de profession. Je m'appelle Foyn Silber Alter. Je suis né le 23 octobre 1910 à Stockzek. Garçon de métier, célibataire, sans confession, de nationalité polonaise. Je suis arrivé à Auschwitz en train, le 7 décembre 1942, dans un transport de 2500 juifs. Hommes, femmes et enfants de tous âges, en provenance du ghetto de Mlava. Ce transport a été réceptionné à la gare par le Lagerführer Plage, le Rapportführer Palitsch et le médecin du camp Mengele. À la gare déjà, ils ont procédé à une sélection en nous séparant en 2 groupes.
femmes et enfants dans un groupe, hommes dans l'autre. Dans le groupe d'hommes, ils en ont choisi 400. Je me suis retrouvé dans ce groupe. Nous, les 400, avons été conduits à pied au camp de Birkenau. Quand je suis arrivé ici, au camp de Birkenau, il y avait déjà quelques bâtiments dans les champs boueux et on en construisait encore. C'était le 10 décembre 1942. Dès notre entrée, après la sélection où d'un convoi de 2300 personnes, on n'en a choisi que 500, le reste est parti immédiatement au gazage, alors que nous n'en savions encore rien. On courait, chassés par les gourdins des gardes SS qui nous surveillaient, au point qu'on ne pensait absolument plus à soi. Personne parmi nous ne savait plus ce qu'il faisait, ni quand, ni comment, ni plus généralement ce qui lui arrivait. On se sentait ainsi complètement perdu. Comme des automates, nous courions. Pour chasser. Ne sachant ni où il fallait courir, ni pourquoi courir, ni quoi faire. Je sais bien qu'alors personne parmi nous ne vivait, ne pensait, ne réfléchissait. Voilà ce qu'on avait fait de nous. Le soir du 9 décembre 1942, Moll, Flag, Palic et Sivi, ainsi que l'Arbeitseinsatz Mikusch, sont arrivés dans le bloc 14. Moll a déclaré qu'il procéderait au choix des ouvriers pour l'usine de caoutchouc. Chacun de nous s'approchait de lui, Moll lui demandait sa profession, l'examinait, et s'il était fort et en bonne santé, le destinait au groupe qui devait, selon leur déclaration, travailler dans l'usine de caoutchouc. Mon frère et moi, nous avons déclaré que nous étions tailleurs professionnels et nous avons été dirigés vers ce groupe. Le lendemain matin, le 10 décembre 1942, Moll est arrivé dans le bloc 14 et a donné l'ordre « Sonderkommando raus ». Nous avons ainsi appris que nous appartenions à Sonderkommando et non pas au commando destiné au travail dans l'usine de caoutchouc. Nous ne savions pas ce qu'était ce Sonderkommando. La vie du Sonderkommando dure 4 mois. Au bout de ces 4 mois, un beau jour apparaît une compagnie de SS qui ramasse tous les hommes du commando dans la cour arrière du crématorium. Une rafale de mitrailleuses et une demi-heure après arrive un nouveau Sonderkommando. Ils déshabillent leurs compagnons tués et au bout d'1 heure, il n'en reste plus qu'un petit tas de cendres. Le premier travail de chaque Sonderkommando est l'incinération de son prédécesseur. Le premier jour, après notre arrivée au crématoire, l'Unterscharführer SS, dont j'ai oublié le nom, nous a tenu un discours. Il nous a dit que nous allions effectuer un travail désagréable, mais qu'il fallait nous y habituer, et que, quelque temps après, il ne représenterait plus aucune difficulté pour nous. Il nous parlait en polonais. À aucun moment de son discours, il n'a dit un seul mot sur le fait que nous serions employés à l'incinération des cadavres humains. Il a terminé son discours par cet ordre: Los an die Arbeit. Allez, au travail. En nous donnant des coups de cravache sur la tête. J'ai été affecté au crématoire 4 à Birkenau, avec 6 autres juifs et 2 polonais en juillet 1943.
Il existait déjà à l'époque 4 crématoires à Birkenau. Les crématoires 1 et 2 de 15 fours chacun pour 5000 cadavres. Et les crématoires 3 et 4 de 6 fours chacun pour 3000 cadavres brûlés par jour. On pouvait brûler au total environ 8000 corps par jour dans ces 4 crématoires. 2 relèves y travaillaient, la première de 7h du matin à 5h du soir, et la deuxième de 5h du soir à 7h du matin. Après avoir terminé la visite des SS, je monte au cantonnement du Sonderkommando. Là, je dois m'occuper de quelques plaies et brûlures. Elles sont fréquentes. On ne rencontre pas souvent de maladies organiques chez les hommes du Sonderkommando, car ils ont des lits et des vêtements propres. Leur nourriture est bonne, on pourrait presque dire excellente. D'ailleurs, ce sont tous des jeunes hommes triés sur le volet, pour leur force et leur bonne constitution physique. Par contre, on rencontre un très grand nombre de maladies nerveuses. C'est terrible de savoir qu'ici périssent leurs frères, leurs femmes et leurs enfants, leurs vieux parents, leur peuple entier. Ils amènent des milliers de cadavres tous les jours en les traînant devant le four crématoire pour les charger de leurs propres mains dans les fours d'incinération. Cela provoque une grande dépression nerveuse et souvent de la neurasthénie. Lors de mes visites, il s'en trouve toujours quelqu'un qui, me prenant à part, me prie de lui remettre un poison sûr et rapide. Sie fuhren. Alles ist geblieben gespannt. Elles sont en route. Sie, die Mörder, die Tout est en letzte suspens, Verordnungen sie machen. tendues. Eux, les assassins, donnent les derniers ordres. Et nos regards sont tournés là-bas, vers ce coin, vers ce point dans la nuit, d'où se rapproche le roulement des camions. Sie haben jetzt die Korbones À présent, elles ont vu, les victimes, la vérité dans sa nue réalité. C'est à la mort qu'on les conduit. Elles sentent qu'arrive leur dernière heure. Le film touchera bientôt à sa fin. Elles scrutent nerveusement partout à la ronde, leur regard erre en tous sens. Elles cherchent quelque chose dans le monde, veulent saisir encore une miette, s'en imprégner avant la mort. Les camions se sont arrêtés, les cœurs se sont figés. Elles se tiennent là debout, les victimes, glacées d'épouvante, impuissantes, résignées et déçues, et embrassent du regard la place, la bâtisse dans laquelle leur monde, leur jeune vie, leur corps palpitant, vont bientôt disparaître à jamais. Elles jettent leurs bagages, tout ce qu'elles ont emmené pour le voyage. Elles ne veulent ni n'ont plus besoin d'aucune chose. Elles se laissent pousser, sans résistance, au bas des camions, et tombent, comme évanouies, comme des épis fauchés, dans nos bras. Tiens, prends-moi par la main, mon cher frère, et conduis-moi sur ce bout de chemin qui reste à parcourir,
de la vie à la mort. C'est devenu un fait habituel pour moi que de voir tous les soirs, vers 7 heures, un camion entrer par la porte du crématorium et apporter 70 à 80 femmes et hommes destinés à être liquidés. Ce sont les sélectionnés quotidiens du KZ. Ils viennent des baraques et des hôpitaux. Ils sont prisonniers depuis plusieurs années, ou au moins depuis plusieurs mois, donc ils savent avec certitude ce qui les attend. Lorsque le camion entre, la cour s'emplit de cris affreux et de hurlements de mort. Ils savent qu'au pied des cheminées du crématorium, il n'y a plus d'espoir de salut. Je ne veux pas assister à cette scène quotidienne, aussi je m'éloigne d'habitude dans le coin le plus écarté de la cour du crématorium. Je m'assieds là, sous une petite tonnelle de sapin. Le crépitement des revolvers et les cris n'y parviennent que très assourdis. Le camion s'arrête non loin des fenêtres. Les occupants sont très calmes. J'en conclus qu'ils ont été sélectionnés non pas dans les baraques, mais dans les hôpitaux. Ils sont tous gravement malades. Ils n'ont plus la force de crier, et même pas de descendre de la plateforme surélevée du camion. Les gardiens SS crient, s'agitent, les exhortent à descendre. Personne ne bouge. Le chauffeur commence à perdre patience. Il s'assied de nouveau près du volant et met en marche le moteur sans démarrer. L'immense benne du camion commence petit à petit à se lever dans sa partie antérieure et à déverser d'un seul coup ses occupants. Les victimes sont amenées dans la salle d'incinération et placées devant le canon de revolver de l'Obersturmführer Moosfeld. Aujourd'hui, c'est lui le tueur de service, qui se tient debout près des fours. Ganté de caoutchouc, il tient son arme d'une main ferme. Les cadavres tombent les uns après les autres, chacun laissant sa place au suivant. Dans l'espace de quelques minutes, il a culbuté, c'est ainsi qu'il a l'habitude de s'exprimer, les 80 personnes. Une demi-heure plus tard, elles ont été incinérées. À l'arrivée de chaque convoi, le Hauptstadtführer Moll montait habituellement sur un banc, croisait les bras et prononçait un très bref discours. On va à la douche, puis on reviendra ici pour la répartition des postes de travail. Ensuite, si quelqu'un doutait de la véracité de ses paroles, il le fouettait terriblement, provoquant ainsi désordre et bousculade pour désorienter les gens. L'Oberscharführer Forst se mettait très souvent à l'arrivée des convois, près de la porte du local de déshabillage, pour toucher le sexe de chaque jeune femme qui passait nue pour entrer dans le bunker de gazage. Il y a eu aussi des cas où des SS de tout grade enfonçaient leurs doigts dans le sexe des belles jeunes filles. Je précise que les femmes enceintes étaient fusillées dès leur arrivée au camp. Si la grossesse n'était pas diagnostiquée, la mère pouvait accoucher, mais en cachette, et devait bien sûr perdre son bébé. Sinon, elle perdait la vie avec lui.
Sie ist reingeführt geworden, inmitten hellen Tag, 600 idische Engler, in Alter von 12 bis 18 Jahren. On avait amené au beau milieu de la journée 600 jeunes garçons juifs de 12 à 18 ans, revêtus du costume rayé du camp, très léger et en loques, avec des chaussures ou des sabots de bois. Les enfants avaient l'air si beaux, si éclatants, si bien bâtis qu'ils rayonnaient dans leur haillons. Ils étaient conduits par 25 SS lourdement armés. Une fois qu'ils furent montés dans la cour, le chef du commando leur avait ordonné « Déshabillez-vous dans la cour ». Les enfants avaient aperçu la fumée de la cheminée et avaient aussitôt compris qu'on les menait à la mort. Nous n'avons pas le courage. Nous n'osons pas leur dire à nos chères sœurs de se déshabiller. Car les vêtements qu'elles portent sont la cuirasse, le manteau dans lequel repose encore leur vie. Dès l'instant où elles ôteront leurs vêtements et resteront nues, elles perdront leur dernière défense, leur dernier appui, le dernier point d'ancrage auquel leur vie est encore accrochée. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu le cœur de leur dire de se dévêtir plus vite, qu'elles restent encore un moment, encore un instant, dans cette cuirasse, dans ce manteau de vie. Ich bin doch noch so jung. Ich hab doch noch gar nicht genossen von Leben. Für was kommt mir a so teut? Für was? Je suis encore si jeune. Je n'ai encore pas du tout joui de la vie. Pourquoi ai-je mérité une mort pareille? Pourquoi? L'une s'arrache les cheveux de la tête et délire. Quand je m'approche d'elle, je n'entends que ces seuls mots. Wo bist du, geliebter meine? Où es-tu, mon amour? Pourquoi ne viens-tu pas vers moi? Je suis pourtant jeune et belle. Schön genug. Elles savent et comprennent que nous sommes, comme elles, des victimes. Elles parlent parce que leur cœur déborde, et elles veulent, avant leur mort, confier leur douleur à un homme qui vit encore. L'un de nous se tenait à l'écart. Il n'a pu se dominer davantage et a éclaté en sanglots. Chacune veut savoir si son mari, Vater, Bruder, son père, son frère Geliebter dort. ou son amant est toujours en vie. Ou si leur corps traîne quelque part, raide mort, si les flammes le consument déjà et qu'il n'en reste plus trace.
Et si elle-même est restée seule au monde avec son malheureux enfant, déjà orphelin? À quoi bon vivre en ce cas? Pourquoi rester en vie? Elle nous demande bravement, d'une voix téméraire, « Dites, frère, combien de temps met la mort à venir? Est-elle pénible ou légère ?» Une fillette de 8 ans est en train de déshabiller son petit frère d'1 an. Un homme du commando s'approche pour le faire. « Va-t'en, assassin juif. Ne mets pas ta main qui a trempé dans du sang juif sur mon joli petit frère. C'est moi, à présent, sa bonne maman. C'est dans mes bras qu'il mourra avec moi. » Certaines s'élancent sur nous, comme ivres d'amour, se jettent dans nos bras et nous supplient. Elles veulent tout oublier, ne plus songer à rien. Mais on ne les laisse pas traîner longtemps. Les bêtes meurtrières font bientôt sentir leur présence. L'air est déchiré par les hurlements des bandits ivres, pressés de rassasier leur œil bestial, assoiffé de la nudité de mes belles, de mes chères sœurs. Les coups de bâton pleuvent sur les dos, sur les têtes, partout, et les vêtements tombent vite au bas des corps. Certaines ont honte, voudraient disparaître n'importe où pour ne pas exposer leur nudité. Mais il n'y a ici aucun coin où se cacher. Ici n'existe plus aucune pudeur. La morale et l'éthique, en même temps que la vie, vont dans la tombe. Un ordre rauque retentit, que les SS et le Sonderkommando quittent la salle. Ils sortent et ils se dénombrent. Les portes se referment et les lumières sont éteintes de l'extérieur. À cet instant précis, un bruit de voiture se fait entendre. C'est une voiture de luxe pourvue de la Croix-Rouge internationale qui arrive. Un officier SS et un sous-officier du service de santé en descendent. Le sous-officier tient dans ses mains 4 boîtes en tôle verte. Il avance sur le gazon où chaque 30 mètres de courtes cheminées en béton jaillissent de terre. Après s'être muni d'un masque à gaz, il enlève le couvercle de la cheminée, qui est également en béton. Il ouvre l'une des boîtes et déverse son contenu, une matière granulée mauve, dans l'ouverture de la cheminée. La matière déversée est du zyklon, ou du chlore, sous forme granulée, qui produit du gaz aussitôt en contact avec l'air. Cette substance granulée tombe au fond de la cheminée sans s'éparpiller, et le gaz qu'elle produit s'échappe à travers les perforations et emplit au bout de quelques instants la pièce où les déportés sont entassés. En 5 minutes, il a tué tout le monde. In der Stillkeit von der Nacht hört sich 2 Porträts jetzt gehen. In der Licht von der Levone sehen sich die Silhouetten 2. Dans le silence de la nuit, Sie tun on die Maskes, on entend une paire de pas. den teuten Gas zu schütten. À la lueur de la lune, on aperçoit les 2 silhouettes. Ils mettent leur masque pour verser le gaz mortel. Ils portent
2 boîtes de métal qui vont tuer les milliers de victimes enfouies là-bas. Ils vont d'un pas rassuré vers chaque orifice du bunker enterré, versent le gaz, puis le recouvrent d'un lourd couvercle pour que le gaz ne puisse trouver de retour. Par ces trous, s'élève vers eux le profond gémissement de la masse qui se débat maintenant avec la mort. 2500 vies gisent désormais raides mortes. Les appareils d'aération évacuent rapidement le gaz de la salle, mais dans les fentes, parmi les morts et entre les portes, il en reste toujours une petite quantité. Cela provoque, même plusieurs heures après, une toux étouffante. C'est pour cela que le groupe du Sonderkommando, qui pénètre le premier dans la chambre à gaz, est muni de masques à gaz. La salle est de nouveau puissamment illuminée. Un tableau horrible s'offre alors aux yeux des spectateurs. Les cadavres ne sont pas couchés un peu partout, en long et en large dans la salle, mais entassés en un amas de toute la hauteur de la pièce. L'explication réside dans le fait que le gaz inonde d'abord les couches inférieures de l'air et ne monte que lentement vers le plafond. C'est cela qui oblige les malheureux à se piétiner et à grimper les uns sur les autres. Quelques mètres plus haut, le gaz les atteint un peu plus tard. Je remarque qu'en bas du tas de cadavres se trouvent les bébés, les enfants, les femmes et les vieillards. Au sommet, les plus forts. Leurs corps, qui portent de nombreuses égratignures, occasionnées par la lutte qui les mit aux prises, sont souvent enlacés. Le nez et la bouche saignants, le visage tuméfié et bleu, déformés, les rendent méconnaissables. Cependant, ceux du Sonderkommando reconnaissent souvent leurs proches. Men muss das Herz, das Fühlbare, optempen in ihm jedes weitogliche Gefühl. On doit durcir son cœur, étouffer toute sensibilité, émousser tout sentiment douloureux. On doit refouler les atroces souffrances qui déferlent comme un ouragan dans tous les membres. On doit se muer en automate, ne rien voir, ne rien sentir, ne rien savoir. Le groupe du Sonderkommando, muni de grandes bottes en caoutchouc, s'aligne autour de la montagne de cadavres et l'inonde avec des jets d'eau puissants. C'est très nécessaire, car le dernier acte de la mort provoquée par gaz est la défécation involontaire. Chaque mort en est salie. Une fois que la baignade des morts est finie, commence la séparation des cadavres enlacés les uns aux autres. C'est un travail très difficile. Ils nouent des courroies sur les poignets serrés, et aidés de ces courroies, ils traînent les cadavres mouillés et glissants jusqu'à l'ascenseur qui se trouve dans la pièce voisine. 4 grands ascenseurs fonctionnent.
C'est là qu'on charge les morts, 20 à 25 par ascenseur. Un coup de sonnette signale que le chargement est prêt et que l'ascenseur peut partir. Il s'arrête dans la salle d'incinération du crématoire, où des portes à large battant s'ouvrent automatiquement. C'est là qu'attend le commando remorqueur. Il fixe à nouveau les courroies sur les poignets des morts et on les traîne sur les glissoires spécialement construits pour les décharger devant les fours. Les cadavres gisent en rang serré, des vieux, des jeunes, des enfants. De leur nez, de leur bouche, ainsi que de leur peau écorchée par le frottement, suinte le sang qui se mélange à l'eau, coulant dans les rigoles creusées à cet effet, dans le béton du pavé. Les jambes et les bras se sont mis au travail. Il y a là un groupe de camarades répartis, chacun à sa tâche. On tire, on arrache de force les cadavres hors de cet écheveau, celui-ci par un pied, celui-là par une main, comme cela se prête mieux. Il semble qu'ils vont se démembrer à force d'être tiraillés en tous sens. On traîne le cadavre sur le sol de ciment glacé et souillé, et son beau corps d'albâtre poli balaie toute la saleté sur son passage. On saisit le corps souillé et on l'étend au dehors, la face vers le haut. Deux yeux gelés te fixent, comme pour te demander « Que vas-tu faire de moi, frère ?» Chaque crématoire possédait 2 civières en fer pour charger les corps dans les fours. Ces planches étaient placées devant le foyer. 2 prisonniers y mettaient un corps. Ils le plaçaient sur le dos, les jambes en avant, vers le foyer. Le visage vers le haut. Sur ce corps, ils en mettaient un autre. Le visage vers le haut aussi, la tête côté foyer. D'abord, nous mettions les corps de 2 adultes, et ensuite, autant d'enfants qu'il était possible de mettre dans le foyer. Le plus souvent, les corps de 5 à 6 enfants. Nous procédions de la sorte pour ne pas mettre les corps d'enfants directement sur les grilles. Ces dernières étant largement espacées, les corps d'enfants risquaient de tomber dans le cendrier. Les corps de femmes brûlaient nettement plus vite et mieux que les corps d'hommes. C'est pour cette raison que nous recherchions un corps de femme lorsque le convoi brûlait mal. Et nous le mettions dans le four pour accélérer le processus d'incinération. 30 gehennemdicke Meiler flackern jetzt in die 2 große Binyonim und schlingen ein Korbones ohne Zoll. 30 bouches infernales flamboient à présent dans les 2 grands bâtiments et engloutissent les victimes innombrables. Das hellische Feuer zieht seine Zungen wie offene Orems aus. Le feu de l'enfer tend ses langues comme des bras ouverts, s'empare du corps comme d'un trésor. Les cheveux prennent feu en premier. La peau se gonfle de bulles qui crèvent au bout de quelques secondes. Les bras et les jambes se contorsionnent, veines et nerfs se tendent et font remuer les membres. Le corps s'embrase déjà tout entier. La peau s'est crevassée, la graisse coule, et tu entends le grésillement du feu ardent. Tu ne vois plus de corps,
Seulement une fournaise de feu infernal qui consume quelque chose en son sein. Le ventre éclate. Les intestins et les entrailles en jaillissent, et en quelques minutes, il n'en reste plus trace. La tête met plus de temps à brûler. 2 petites flammes bleues scintillent dans les orbites. Les yeux qui se consument avec la cervelle tout au fond. Et dans la bouche, se calcine encore la langue. Tout le processus dure 20 minutes et un corps, un monde, est réduit en cendres. On dirige ici l'excédent de la rampe juive, c'est-à-dire ceux qui ne trouvent pas de place dans les 4 crématoriums. C'est la mort la plus horrible qui les attend. Ici, il n'y a pas de robinet pour étancher la soif de plusieurs jours de voyage. Il n'y a pas d'écriteau fallacieux pour dissiper les pressentiments. Il n'y a pas de chambre à gaz qu'on puisse prendre pour une chambre de désinfection. Il n'y a qu'une maison paysanne, jadis peinte en jaune et couverte d'un toit de chaume, aux vitres remplacées par des planches. Derrière la maison, d'immenses colonnes de fumée montent jusqu'au ciel et répandent l'odeur de la chair grillée et des cheveux qui brûlent. Dans la cour, une foule d'environ 5000 âmes, épouvantées d'horreur. Tout autour, d'épaisses chaînes de SS avec des chiens policiers tenus en laisse. On les dirige par 300 ou 400 à la fois, dans la salle de déshabillage. Là, poussés par de nombreux coups de bâton, ils déposent leurs vêtements et sortent par la porte qui se trouve sur le côté opposé de la maison, laissant ainsi la place à ceux qui vont suivre. Ils franchissent la porte et aussitôt un homme du Sonderkommando les attrape par le bras et les maintient entre 2 rangs de SS le long d'un chemin tortueux de 150 mètres, bordé de forêts, jusqu'au bûcher, que les arbres dissimulaient jusque-là. Le bûcher est une fosse de 50 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de profondeur, pleine de centaines de cadavres qui brûlent. Au bord du fossé, et sur le côté qui donne vers le chemin, des soldats SS disposés tous les 5 mètres attendent leurs victimes. Ils ont dans leurs mains des armes de petit calibre, 6 mm, utilisées dans le KZ pour les balles à envoyer dans la nuque. Au bout de l'allée, 2 hommes du Sonderkommando attrapent les malheureuses victimes par le bras et les traînent sur 15 à 20 mètres jusque devant l'arme du SS. Les cris d'horreur étouffent le bruit du tir. On n'entend rien d'autre qu'un déclic. Aussitôt après, sans même avoir cessé de vivre, la victime est jetée dans les flammes du bûcher. Wir haben schon bis jetzt genug gehabt. Wir haben schon alles über genug, schon von lang. Wir sollen noch
Unsere Hände müssen eintinken im Blut von ungarischen Jiden. Nous en avions plus qu'assez depuis longtemps. Devrons-nous encore tremper nos mains dans le sang des Juifs hongrois? Cela a mené tous les hommes du commando sans distinction de classe ou de milieu, et même les plus réservés, à tempêter pour qu'on mette fin à ce jeu, qu'on en finisse avec ce travail, ainsi qu'avec notre vie si nécessaire. Nous, les hommes du Sonderkommando, nous avions toujours affirmé que nous étions plus spécialement menacés que tous les autres détenus du camp, parce que les Allemands voudraient à tout prix effacer les traces de leurs méfaits jusqu'à ce jour. Et ils ne pouvaient le faire qu'en anéantissant tous les hommes de notre commando, sans même en épargner un. C'est pourquoi nous ne considérions pas comme une chance pour nous le rapprochement du front. Bien au contraire. Nous y voyions la nécessité de lancer notre action un peu plus tôt si nous voulions encore accomplir quelque chose de notre vivant. Trois mois et demi avant la libération du camp, le 7 octobre 1944, éclate la seule révolte armée à Auschwitz. Elle est organisée par les Sonderkommando. Le crématoire 3 est détruit. Zalman Gradowski, l'un des organisateurs de ces soulèvements, est tué avec 451 de ses compagnons. Leib Langfuss et Zalman Löwenthal sont exécutés fin novembre 1944, 2 mois avant l'arrivée de l'armée rouge. Slama Dragon, Erich Tauber et Alter Feinsilber témoignent auprès du tribunal de Cracovie en mai 1945. De son côté, le docteur Miklos Nisli dépose son témoignage en avril 1946 auprès du tribunal d'Oradea en Transylvanie. Le 5 mars 1945, près du crématoire 2, est découvert le premier manuscrit de Zalman Gradowski. En avril 1945, un habitant d'Auschwitz, à la recherche de l'or des Juifs, déterre dans la fosse aux cendres près du crématoire un récipient en verre contenant un manuscrit. C'est celui de Leib Langfuss. Le manuscrit est dissimulé et ne sera restitué au musée d'Auschwitz qu'en 1970. Le manuscrit de Zalman Löwenthal ne sera retrouvé, lui, que le 17 octobre 1962. Tiyu nishmoseihem tsrurois bitzroir achayim. Que leur âme soit liée au faisceau des vivants. Comment transmettre un vécu? Comment faire pour que les jeunes générations gardent en mémoire l'expérience des camps de la mort? Documentaire dans un instant.
L'Oberscharführer Forst se mettait très souvent à l'arrivée des convois, près de la porte du local de déshabillage, pour toucher le sexe de chaque jeune femme qui passait nue pour entrer dans le bunker de gazage. Il y a eu aussi des cas où des SS de tout grade enfonçaient leurs doigts dans le sexe des belles jeunes filles. Je précise que les femmes enceintes étaient fusillées dès leur arrivée au camp. Si la grossesse n'était pas diagnostiquée, la mère pouvait accoucher, mais en cachette, et devait bien sûr perdre son bébé. Sinon, elle perdait la vie avec lui. Es ist reingeführt geworden, inmitten hellen Tag, 600 idische Englach, in Alter von 12 bis 18 Jahren. On avait amené au beau milieu de la journée 600 jeunes garçons juifs de 12 à 18 ans, revêtus du costume rayé du camp, très léger et en loques, avec des chaussures ou des sabots de bois. Les enfants avaient l'air si beaux, si éclatants, si bien bâtis qu'ils rayonnaient dans leur haillons. Ils étaient conduits par 25 SS lourdement armés. Une fois qu'ils furent montés dans la cour, le chef du commando leur avait ordonné « Déshabillez-vous dans la cour ». Les enfants avaient aperçu la fumée de la cheminée et avaient aussitôt compris qu'on les menait à la mort. Lorsque l'armée rouge pénètre dans le complexe concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945, elle trouve les 4 crématoires dynamités. Pour effacer les traces de leurs crimes, les nazis ont démonté les installations et fait exploser les salles de déshabillage, les chambres de gazage et les fours de crémation où ont été exterminés plus d'1 million de déportés dans leur immense majorité juifs. Ce sont les Sonderkommando, ces équipes spéciales de déportés sélectionnées par les SS qui étaient contraints de faire fonctionner les crématoires. Ils ont été les premières victimes des nazis, soucieux d'éliminer tous les témoins. Mais quelques-uns de ces Sonderkommando survivent au massacre et 4 d'entre eux témoignent devant des tribunaux. Dans les semaines et les mois qui suivent, plusieurs manuscrits rédigés en yiddish sont retrouvés enfouis sous les cendres autour des crématoires. Ces manuscrits, rédigés au moment même du déroulement des faits, et ces témoignages, livrés dans les semaines qui ont suivi, nous révèlent le mode opératoire de la solution finale, comment fut mené le processus d'extermination à Auschwitz. Lieber Gefinner von die Schriften. Cher découvreur de ces écrits.
Je ne te rapporte qu'une part infime, un minimum de ce qui s'est passé dans cet enfer d'Auschwitz-Birkenau. Je ne sais ni ne crois que je pourrai jamais relire ces lignes après la tempête. Mais je serai heureux si mes écrits te parviennent, libre citoyen du monde. Tout ce qui est écrit ici, je l'ai vécu moi-même, en personne, au cours de mes 16 mois de Sonderarbeit, de travail spécial. Et toute ma détresse accumulée, la douleur dont je suis pétri, mes atroces souffrances, je n'ai pu leur donner d'autre expression à cause des conditions que par la seule écriture. Très bonne, on pourrait presque dire excellente. D'ailleurs, ce sont tous des jeunes hommes triés sur le volet, pour leur force et leur bonne constitution physique. Par contre, on rencontre un très grand nombre de maladies nerveuses. C'est terrible de savoir qu'ici périssent leurs frères, leurs femmes et leurs enfants, leurs vieux parents, leur peuple entier. Ils amènent des milliers de cadavres tous les jours en les traînant devant le four crématoire pour les charger de leurs propres mains dans les fours d'incinération. Cela provoque une grande dépression nerveuse et souvent de la neurasthénie. Lors de mes visites, il s'en trouve toujours quelqu'un qui, me prenant à part, me prie de lui remettre un poison sûr et rapide. Elles sont en route. Tout est en suspens, tendu. Eux, les assassins, donnent les derniers ordres. Et nos regards sont tournés là-bas, vers ce coin, vers ce point dans la nuit, d'où se rapproche le roulement des camions. À présent, elles ont vu, les victimes, la vérité dans sa nue réalité. C'est à la mort qu'on les conduit. Elles sentent qu'arrive leur dernière heure. Le film touchera bientôt à sa fin. Elles scrutent nerveusement partout à la ronde, leur regard erre en tous sens. Elles cherchent quelque chose dans le monde, veulent en saisir encore une miette, s'en imprégner avant la mort. Les camions se sont arrêtés, les cœurs se sont figés. Elles se tiennent là debout, les victimes, glacées d'épouvante. L'organisateur de ce soulèvement est tué avec 451 de ses compagnons. Leib Langfuss et Zalmen Leventhal sont exécutés fin novembre 1944, 2 mois avant l'arrivée de l'armée rouge. Slama Dragon, Erich Tauber et Alter Feinsilber témoignent auprès du tribunal de Cracovie en mai 1945. De son côté, le docteur Miklos Nisli dépose son témoignage en avril 1946 auprès du tribunal d'Oradea en Transylvanie. Le 5 mars 1945, près du crématoire 2, est découvert le premier manuscrit de Zalman Gradowski.
En avril 1945, un habitant d'Auschwitz, à la recherche de l'or des Juifs, déterre dans la fosse aux cendres près du crématoire un récipient en verre contenant un manuscrit. C'est celui de Leib Langfuss. Le manuscrit est dissimulé et ne sera restitué au musée d'Auschwitz qu'en 1970. Le manuscrit de Zalman Leventhal ne sera retrouvé, lui, que le 17 octobre 1962. Tiyu nishmoseihem tsrurois bitzroir achayim. Que leur âme soit liée au faisceau des vivants. Comment transmettre un vécu? Comment faire pour que les jeunes générations gardent en mémoire l'expérience des camps de la mort? Documentaire dans un instant. Il ouvre l'une des boîtes et déverse son contenu, une matière granulée mauve, dans l'ouverture de la cheminée. La matière déversée est du zyklon, ou du chlore, sous forme granulée, qui produit du gaz aussitôt en contact avec l'air. Cette substance granulée tombe au fond de la cheminée sans s'éparpiller, et le gaz qu'elle produit s'échappe à travers les perforations et emplit au bout de quelques instants la pièce où les déportés sont entassés. En 5 minutes, il a tué tout le monde. In der Stillkeit von der Nacht hört sich 2 Porträts jetzt gehen. In der Licht von der Levone sehen sich die Silhouetten 2. Dans le silence de la nuit, on entend une paire de pas. À la lueur de la lune, on aperçoit les 2 silhouettes. Ils mettent leur masque pour verser le gaz mortel. Ils portent 2 boîtes de métal qui vont tuer les milliers de victimes enfouies là-bas. Ils vont d'un pas rassuré vers chaque orifice du bunker enterré, versent le gaz, puis le recouvrent d'un lourd couvercle pour que le gaz ne puisse trouver de retour. Par ces trous, s'élève vers eux le profond gémissement de la masse qui se débat maintenant avec la mort. 2500 vies gisent désormais raides mortes. Les appareils d'aération évacuent rapidement le gaz de la salle, mais dans les fentes, parmi les morts et entre les portes, il en reste toujours une petite quantité. Cela provoque, même plusieurs heures après, une toux étouffante. C'est pour cela que le groupe du Sonderkommando, qui pénètre le premier dans la chambre à gaz, est muni de masques à gaz. La salle est de nouveau puissamment illuminée. Un tableau horrible s'offre alors aux yeux des spectateurs. Les cadavres ne sont pas couchés un peu partout, en long et en large dans la salle, mais entassés en un amas de toute la hauteur de la pièce. L'explication réside dans le fait que le gaz inonde d'abord les couches inférieures de l'air et ne monte que lentement vers le plafond. C'est cela qui oblige les malheureux à se piétiner et à grimper les uns sur les autres. Foule d'environ 5000 âmes, épouvantées d'horreur.
Tout autour, d'épaisses chaînes de SS avec des chiens policiers tenus en laisse. On les dirige par 300 ou 400 à la fois, dans la salle de déshabillage. Là, poussés par de nombreux coups de bâton, ils déposent leurs vêtements et sortent par la porte qui se trouve sur le côté opposé de la maison, laissant ainsi la place à ceux qui vont suivre. Ils franchissent la porte, et aussitôt un homme du Sonderkommando les attrape par le bras et les maintient entre deux rangs de SS le long d'un chemin tortueux de 150 mètres, bordé de forêts, jusqu'au bûcher que les arbres dissimulaient jusque-là. Le bûcher est une fosse de 50 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de profondeur, pleine de centaines de cadavres qui brûlent. Au bord du fossé et sur le côté qui donne vers le chemin, des soldats SS disposés tous les 5 mètres attendent leurs victimes. Ils ont dans leurs mains des armes de petit calibre, 6 mm, utilisées dans le KZ pour les balles à envoyer dans la nuque. Au bout de l'allée, 2 hommes du Sonderkommando attrapent les malheureuses victimes par le bras et les traînent sur 15 à 20 mètres jusque devant l'arme du SS. Les cris d'horreur étouffent le bruit du tir. On n'entend rien d'autre qu'un déclic. Aussitôt après, sans même avoir cessé de vivre, la victime est jetée dans les flammes du bûcher. Wir haben schon bis jetzt genug gehabt. Wir haben schon alles übergenug, schon von lang. Wir sollen noch unsere Hände müssen eintinken im Blut von ungarischen Jiden. Nous en avions plus qu'assez depuis longtemps. Devrons-nous encore tremper nos mains dans le sang des Juifs hongrois? Cela a mené tous les hommes du commando sans distinction de classe ou de milieu, et même les plus réservés, à tempérer. Combien de temps met la mort à venir? Est-elle pénible ou légère? Une fillette de 8 ans est en train de déshabiller son petit frère d'1 an. Un homme du commando s'approche pour le faire. Va-t'en, assassin juif. Ne mets pas ta main qui a trempé dans du sang juif sur mon joli petit frère. C'est moi, à présent, sa bonne maman. C'est dans mes bras qu'il mourra avec moi. Certaines s'élancent sur nous, comme ivres d'amour, se jettent dans nos bras et nous supplient. Elles veulent tout oublier, ne plus songer à rien. Mais on ne les laisse pas traîner longtemps. Les bêtes meurtrières font bientôt sentir leur présence. L'air est déchiré par les hurlements des bandits ivres, pressés de rassasier leur œil bestial, assoiffé de la nudité de mes belles, de mes chères sœurs. Les coups de bâton pleuvent sur les dos, sur les têtes, partout, et les vêtements tombent vite au bas des corps. Certaines ont honte, voudraient disparaître n'importe où pour ne pas exposer leur nudité. Mais il n'y a ici aucun coin où se cacher. Ici,
n'existe plus aucune pudeur. La morale et l'éthique, en même temps que la vie, vont dans la tombe. Un ordre rauque retentit. Que les SS et le Sonderkommando quittent la salle. Ils sortent et ils se dénombrent. Les portes se referment et les lumières sont éteintes de l'extérieur. À cet instant précis, un bruit de voiture se fait entendre. C'est une voiture de luxe pourvue de la Croix-Rouge internationale qui arrive. Un officier SS et un sous-officier du service de santé en descendent. Le sous-officier tient dans ses mains 4 boîtes en tôle verte. Il avance sur le gazon où chaque 30 mètres de courtes cheminées en béton. Il semble qu'ils vont se démembrer à force d'être tiraillés en tous sens. On traîne le cadavre sur le sol de ciment glacé et souillé, et son beau corps d'albâtre poli balaie toute la saleté sur son passage. On saisit le corps souillé et on l'étend au dehors, la face vers le haut. 2 yeux gelés te fixent, comme pour te demander « Que vas-tu faire de moi, frère ?» Chaque crématoire possédait 2 civières en fer pour charger les corps dans les fours. Ces planches étaient placées devant le foyer. 2 prisonniers y mettaient un corps. Ils le plaçaient sur le dos, les jambes en avant, vers le foyer. Le visage vers le haut. Sur ce corps, ils en mettaient un autre. Le visage vers le haut aussi, la tête côté foyer. D'abord, nous mettions les corps de 2 adultes, et ensuite, autant d'enfants qu'il était possible de mettre dans le foyer. Le plus souvent, les corps de 5 à 6 enfants. Nous procédions de la sorte pour ne pas mettre les corps d'enfants directement sur les grilles. Ces dernières étant largement espacées, les corps d'enfants risquaient de tomber dans le cendrier. Les corps de femmes brûlaient nettement plus vite et mieux que les corps d'hommes. C'est pour cette raison que nous recherchions un corps de femme lorsque le convoi brûlait mal. Et nous le mettions dans le four pour accélérer le processus d'incinération. 30 gehennemdicke Meiler flackern jetzt in die 2 große Binyonim und schlingen ein Korbones Onazol. 30 bouches infernales flamboient à présent dans les 2 grands bâtiments et engloutissent les victimes innombrables. Das hellische Feuer zieht seine Zungen wie offene Orems aus. Le feu de l'enfer tend ses langues comme des bras ouverts, s'empare du corps comme d'un trésor. Les cheveux prennent feu en premier. La peau se gonfle de bulles qui crèvent au bout de quelques secondes. Les bras et les jambes se contorsionnent, veines et nerfs se tendent et font remuer les membres. Le corps s'embrase déjà tout entier. Puis, le dernier point d'ancrage auquel leur vie est encore accrochée. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu le cœur de leur dire de se dévêtir plus vite. Qu'elle reste encore un moment, encore un instant, dans cette cuirasse, dans ce manteau de vie. Ich bin doch noch so jung. Ich hab doch noch gar nicht genossen von Leben. Für was kommt mir so teut? Für was? Je suis encore si jeune. Je n'ai encore pas du tout joui de la vie. Pourquoi ai-je mérité une mort pareille? Pourquoi?
L'une s'arrache les cheveux de la tête et délire. Quand je m'approche d'elle, je n'entends que ces seuls mots. Wo bist du, geliebter meine? Où es-tu, mon amour? Pourquoi ne viens-tu pas vers moi? Je suis pourtant jeune et belle. Schön genug. Elles savent et comprennent que nous sommes, comme elles, des victimes. Elles parlent parce que leur cœur déborde, et elles veulent, avant leur mort, confier leur douleur à un homme qui vit encore. L'un de nous se tenait à l'écart. Il n'a pu se dominer davantage et a éclaté en sanglots. Chacune veut savoir si son mari, son père, son frère ou son amant est toujours en vie. Ou si leur corps traîne quelque part, raide mort, si les flammes le consument déjà et qu'il n'en reste plus trace. Car le dernier acte de la mort provoqué par gaz est la défécation involontaire. Chaque mort en est salie. Une fois que la baignade des morts est finie, commence la séparation des cadavres enlacés les uns aux autres. C'est un travail très difficile. Ils nouent des courroies sur les poignets serrés, et aidés de ces courroies, ils traînent les cadavres mouillés et glissants jusqu'à l'ascenseur qui se trouve dans la pièce voisine. 4 grands ascenseurs fonctionnent. C'est là qu'on charge les morts, 20 à 25 par ascenseur. Un coup de sonnette signale que le chargement est prêt et que l'ascenseur peut partir. Il s'arrête dans la salle d'incinération du crématoire, où des portes à larges battants s'ouvrent automatiquement. C'est là qu'attend le commando remorqueur. Il fixe à nouveau les courroies sur les poignets des morts, et on les traîne sur les glissoirs spécialement construits pour les décharger devant les fours. Les cadavres gisent en rang serré, des vieux, des jeunes, des enfants. De leur nez, de leur bouche, ainsi que de leur peau écorchée par le frottement, suinte le sang qui se mélange à l'eau, coulant dans les rigoles creusées à cet effet, dans le béton du pavé. Die Fies mit die Hand haben zu der Arbeit sich gestellt. Les jambes et les bras se sont mis au travail. Il y a là un groupe de camarades répartis chacun à sa tâche. On tire, on arrache de force les cadavres hors de cet écheveau. Celui-ci par un pied, celui-là par une main, comme cela se prête mieux. Il semble qu'ils vont se démembrer à force d'être tiraillés en tous sens. On traîne le cadavre sur le sol de ciment glacé et souillé, et son beau corps d'albâtre poli balaie toute la saleté sur son passage. On saisit le corps souillé et on l'étend au dehors, la face vers le haut. 2 yeux gelés te fixent, comme pour te demander « Was gehst du, Bruder, mit mir da machen ?» Et les traîne sur 15 à 20 mètres, jusque devant l'arme du SS. Les cris d'horreur
étouffe le bruit du tir. On n'entend rien d'autre qu'un déclic. Aussitôt après, sans même avoir cessé de vivre, la victime est jetée dans les flammes du bûcher. Wir haben schon bis jetzt genug gehabt. Wir haben schon alles übergenug, schon von lang. Wir sollen noch unsere Hände müssen eintinken im Blut von ungarischen Jiden. Nous en avions plus qu'assez depuis longtemps. Devrons-nous encore tremper nos mains dans le sang des Juifs hongrois? Cela a mené tous les hommes du commando sans distinction de classe ou de milieu, et même les plus réservés, à tempêter pour qu'on mette fin à ce jeu, qu'on en finisse avec ce travail, ainsi qu'avec notre vie si nécessaire. Nous, les hommes du Sonderkommando, nous avions toujours affirmé que nous étions plus spécialement menacés que tous les autres détenus du camp, parce que les Allemands voudraient à tout prix effacer les traces de leurs méfaits jusqu'à ce jour. Et ils ne pouvaient le faire qu'en anéantissant tous les hommes de notre commando, sans même en épargner un. C'est pourquoi nous ne considérions pas comme une chance pour nous le rapprochement du front. Bien au contraire. Nous y voyions la nécessité de lancer notre action un peu plus tôt si nous voulions encore accomplir quelque chose de notre vivant. Trois mois et demi avant la libération du camp, le 7 octobre 1944, éclate la seule révolte armée à Auschwitz. Elle est organisée par les Sonderkommando. Le crématoire 3 est détruit. Zalmen Gradowski, l'un des organisateurs de ce soulèvement, est tué avec 451 de ses compagnons. Leib Langfuss et Zalmen Leventhal sont exécutés fin novembre 1944, 2 mois avant l'arrivée de l'armée rouge. Slama Dragon, Eric Tauber et Alter Feinsilber témoignent auprès du tribunal. Les cadavres gisent en rang serré. Des vieux, des jeunes, des enfants. De leur nez, de leur bouche, ainsi que de leur peau écorchée par le frottement, suinte le sang qui se mélange à l'eau, coulant dans les rigoles creusées à cet effet, dans le béton du pavé. Die Fies mit die Hand haben zu der Arbeit sich gestellt. Les jambes et les bras se sont mis au travail. Il y a là un groupe de camarades répartis, chacun à sa tâche. On tire, on arrache de force les cadavres hors de cet écheveau. Celui-ci par un pied, celui-là par une main, comme cela se prête mieux. Il semble qu'ils vont se démembrer à force d'être tiraillés en tous sens. On traîne le cadavre sur le sol de ciment glacé et souillé. Et son beau corps d'albâtre poli balaie toute la saleté sur son passage. On saisit le corps souillé et on l'étend au dehors, la face vers le haut. 2 yeux gelés te fixent, comme pour te demander « Que vas-tu faire de moi, frère ?» Chaque crématoire possédait 2 civières en fer pour charger les corps dans les fours. Ces planches étaient placées devant le foyer. 2 prisonniers y mettaient un corps. Ils le plaçaient sur le dos, les jambes en avant, vers le foyer, le visage vers le haut.
Sur ce corps, ils en mettaient un autre, le visage vers le haut aussi, la tête côté foyer. D'abord, nous mettions les corps de 2 adultes, et ensuite, autant d'enfants qu'il était possible de mettre dans le foyer. Le plus souvent, les corps de 5 à 6 enfants. Nous procédions de la sorte pour ne pas mettre les corps d'enfants directement sur les grilles. Ces dernières étant largement espacées, les corps d'enfants risquaient de tomber dans le cendrier. Les corps de femmes brûlaient nettement plus vite et mieux que les corps d'hommes. C'est pour cette raison que nous recherchions un corps de femme lorsque le convoi brûlait mal. Et nous le mettions dans le four pour accélérer le processus d'incinération.